On l'a dit, il est important de saisir ce qui fait enjeu pour des acteurs de la société civile, de comprendre leur expérience, je dirais simplement en fait de la complexité du monde actuel, puisqu'on l'a dit, il y a les différents aspects liés au changement climatique, mais il y a toutes les pressions anthropiques autres qui s'ajoutent là-dessus. Et à chaque fois qu'on aborde une problématique donnée, il faut également considérer évidemment les questions sociales, sociétales, économiques qui les entourent. Ce qui fait donc beaucoup. Ça peut sembler être un truisme dit comme ça, mais dès qu'on s'intéresse à un aspect donné, je le vois moi personnellement, au niveau de l'agriculture, par exemple, sur, des thématiques très précises. Si jamais on oublie de convoquer les points de vue des différents acteurs qui sont directement concernés, eh bien, on propose, souvent des choses qui ne vont pas fonctionner ou qui, vont, privilégier certains acteurs sur d'autres. Donc, je vous propose voilà, de réfléchir un petit peu à comment avoir une passerelle science-société qui soit plus large, qui puisse être plus empruntée. Avec nous pour en discuter, Julie Chabot, qui est responsable de la mission Agenda 21 au département de la Gironde et responsable de l'ABASE, c'est le laboratoire d'innovation publique territoriale du département. Également Virgile Bouquet, qui est étudiant à l'université Bordeaux-Montaigne en géographie, que vous avez peut-être croisé dans certaines manifestations dans la rue, puisque c'est un militant pour le climat qui a notamment milité à travers la marche pour le climat, mais bien plus. Et David Milly, qui est directeur de l'organisation de producteurs pêcheurs d'Aquitaine. Voilà, trois profils très différents donc. Alors, pour commencer, je vais poser une question et ensuite je pourrais en poser d'autres, mais je vous invite, vous aussi, évidemment, à leur poser des questions à travers le chat du Zoom. Donc, pour commencer, je pense que ça serait intéressant, pertinent que chacun à votre tour, vous nous fassiez part un petit peu justement de votre expérience de cette complexité, de l'incertitude du monde actuel. En gros, concrètement, comment cela impacte vos activités et votre façon de vous projeter dans l'avenir. Julie Chabot, peut-être pour commencer? Et finalement, il y a quelque chose dans cette prise de conscience de la complexité qui ramène au côté vivant de ce que nous sommes, être vivant parmi les autres vivants dans un écosystème vivant, et, et du vivant de nos politiques et de la production des connaissances qui doivent éclairer aussi nos politiques et nos décisions. Donc voilà, je dirais peut-être il y a quelque chose qui devient plus paradoxalement derrière cette question de complexité, plus simple, plus vivant, moins désincarné. Et ça, nous, concrètement, on parle beaucoup aujourd'hui de comment on agit dans ce monde volatile, incertain, complexe et ambigu, le fameux monde VICA. Euh, donc, c'est avoir la conscience de cette complexité, mais surtout de savoir comment agir dans cette complexité, parce que toutes les connaissances scientifiques, mais aussi techniques, sont basées sur des certitudes, sur du découpage qui ne correspond plus du tout à la réalité des enjeux de la vie aujourd'hui. Donc, par rapport à ça, nous, ce qu'on a fait au département, c'est passer en mode labo. En mode labo, c'est justement alors quitter, pas surtout, hein, parce qu'il y a encore plein de plans, plein de schémas, etc., je vous rassure, mais c'est aussi se mettre en position de laboratoire pour aller explorer, moi c'est ce que j'aime dans la proposition de Futur Act, c'est d'aller explorer les futurs souhaités, les futurs souhaitables, et de pouvoir rendre, donc outiller en connaissances, produire des connaissances utiles à la définition de ces futurs souhaitables, et d'organiser les feuilles de route pour y arriver, en ayant aussi cette capacité d'analyser les impacts sur sur tous les sujets. Donc nous, notre grille d'analyse, c'est une grille d'analyse qui est partagée au niveau mondial, qui s'appelle les objectifs mondiaux de développement durable. Et quand on travaille avec les citoyens sur cette prise de connaissance, Virgile Mouquet était intervenu avec le panel citoyen qu'on a mobilisé sur la stratégie de résilience territoriale. Désolée Thierry Lebel, mais ça fait une allergie à la résilience. Mais je veux dire que voilà, le premier travail qu'on fait avec les citoyens, c'est ce qu'on appelle un électrochoc. Donc, c'est partager les données, les faits du territoire sur la situation. C'est en gros bienvenue dans le monde tel qu'il est.
et désapprendre ce que l'on croit savoir et prendre pied dans le monde, dans notre zone critique, en fait, ce que Bruno Latour appelle notre zone critique. Et ensuite, immédiatement derrière, se projeter sur des futurs souhaitables et ensuite voir sur quoi agir pour construire ces futurs souhaitables. Donc, c'est un peu ce renversement-là. Alors, je peux rentrer plus dans des choses pratiques. Je suis désolée, ça paraît un peu théorique, mais voilà, c'est concrètement, c'est se mettre en mode labo avec toutes les personnes qui sont concernées, en prenant acte du monde tel qu'il est aujourd'hui, en mettant tout le monde autour de la table et en se projetant sur les futurs souhaités et dans nos capacités à les mettre en œuvre. Oui, moi je pense que, en tout cas, quelque chose qui m'a marqué dans mon engagement militant assez récent, c'est cette rupture générationnelle qu'il y a eu dans la prise de conscience des enjeux écologiques et qui se traduit par un manque de confiance, un manque de capacité de projection dans l'avenir où enfin, moi, je trouve ça assez exceptionnel à quel point ma génération, y compris chez les gens qui militent pas ou qui sont pas particulièrement politisés, pas forcément au courant, etc. Mais il y a un manque d'espoir et donc qui, dans les faits, se traduit par le fait que plein de jeunes aujourd'hui veulent pas avoir d'enfants. Et ça, pour moi, c'est vraiment un symptôme de la situation dans laquelle on est. Et du coup, je pense qu'un des enjeux de la science, au-delà de proposer des scénarios d'anticipation sur les risques auxquels on va être confronté avec l'effondrement de la biodiversité, avec le réchauffement climatique, l'épuisement des ressources, etc. C'est aussi de proposer des scénarios, on va dire, positifs qui puissent aussi permettre aux jeunes, du coup, parce que ça me fait indirectement, mais en fait à la société en général, de se dire que en fait, en 2040, en 2050, il y a aussi la possibilité d'avoir une société qui tourne toujours et puis qui permettent de donner des pistes pour savoir ce qu'on peut faire individuellement pour mener à cette société, donc vers quelle formation s'orienter, etc. Aujourd'hui, il y a certaines disciplines, certaines formations dans lesquelles il y a 70 ou 80% des étudiants qui espèrent pas trouver un emploi en sortie d'études, et c'est juste considérable, enfin, la pression qu'il y a derrière. Alors évidemment, la crise sanitaire en plus, enfin, c'est venu rajouter une couche. Mais voilà, je pense que cette question voilà, de se projeter dans des scénarios positifs, elle est centrale. Et puis, la science, enfin, a aussi un enjeu de crédibilité, parce que je pense que dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, euh, les gens en peuvent plus de recevoir des mauvaises nouvelles, hein. On en est abreuvé constamment, que ce soit sur les médias ou même dans enfin, la réalité scientifique, et qu'il y a un moment, et je pense que qu'on commence à le voir, où les gens vont se couper de la réalité, où il y a un déni profond. Et en fait, je pense que pour sortir de ce déni, il faut montrer qu'il y a des alternatives et permettre aux gens de se dire, ah ben en fait, c'est vrai que là, je peux aller travailler dans tel secteur, je peux apporter ma contribution politique dans le sens large du terme sur tel sujet, parce que là, en fait, les scientifiques disent qu'il y a un monde dans lequel je peux avoir envie de vivre et qu'il est encore envisageable. Donc, je vais essayer de traduire un petit peu le ressenti des pêcheurs face à ces problématiques-là, ce qui ne sera pas forcément facile, mais je vais essayer de le faire. Les pêcheurs sont très conscients empiriquement de l'évolution des océans, des écosystèmes, en particulier des écosystèmes côtiers. Pourquoi les écosystèmes côtiers? Parce que la plupart des pêcheurs en Nouvelle-Aquitaine sont plutôt des petits bateaux, moins de 12 mètres, moins de 10 mètres, qui finalement ont un rayon d'action très, très limité, à quelques heures finalement de navigation de leur port d'attache, donc ils ne vont pas très loin. Et ces écosystèmes côtiers sont un parfait exemple. Alors, je vais être un peu plus matériel, terre à terre que Julie ou Virgile, hein. Excusez-moi d'avance, hein, l'exercice intellectuel me plaît beaucoup, mais je suis là pour vous parler un peu d'exploitation. Donc, voilà. Donc effectivement, ces pêcheurs côtiers sont très inféodés à la bande côtière, qui est un parfait exemple de confluence d'un certain nombre d'activités anthropiques, de pression anthropique. Et je pense qu'on y retrouve un peu tout, les apports des bassins versants, l'extraction de granulats,
bientôt l'éolien marin, qui fait d'ailleurs beaucoup parler les pêcheurs actuellement, puisque on a le sentiment, alors c'est un des exemples que je vais citer, mais on a le sentiment que l'éolien marin, l'éolien en mer, c'est une marche forcée, même si à la fin, ça génère une source d'énergie décarbonée. Il y a un certain nombre d'impacts qui ont été, je pense, négligés, ou tout du moins pas assez mis en évidence. Je pense que les énergies renouvelables, c'est très bien, mais il faut pas croire qu'il n'y a pas d'impact. Et je pense qu'on est un peu trop la tête dans le sable sur l'impact de la pose des éoliennes, notamment sur des zones de pêche d'ailleurs, qui sont souvent très fréquentées par les pêcheurs. Donc il y a malheureusement, et je voulais en venir aussi là-dessus, le travail que l'on fait là au travers Futurac, c'est important qu'il y ait de la cohésion, qu'il y ait de la connaissance, qu'il y ait de l'objectivité sur le rôle des acteurs et les responsabilités des uns des autres, parce qu'à défaut, ça peut gérer, malheureusement, je ne vais pas être positif, mais des contentieux, parce que les acteurs n'ont pas tous la même responsabilité sur les écosystèmes. On en a tous une petite part, mais il y en a qui ont une part plus grande que d'autres. Et effectivement, les pouvoirs publics ont là, je pense, un rôle un peu de chef d'orchestre, hein, et les scientifiques d'objectiver la connaissance et essayer de prévoir un peu les trajectoires que peuvent avoir les différents milieux de vie. Alors, je vais revenir à la pêche, mais milieu de vie des poissons. Alors, sur l'aspect recherche.